Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est probablement la dernière vidéo en pleine période de mercato, à moins que le PSG nous sorte une recrue surprise d'ici à ce soir 23h59, je sortirai pas d'autres vidéos aujourd'hui. Le dossier Colomani n'est pas bouclé à l'heure où j'enregistre celle-là, mais peu importe son issue, j'ai envie de dire... On va le prendre tellement en long et en large dans cette vidéo que j'aurai pas besoin de sortir une autre ce soir quand on connaîtra évidemment l'épilogue de ce feuilleton très long. Bien sûr, on fera un bilan de ce mercato estival très complet dans une prochaine vidéo demain ou lundi après le match contre Lyon dimanche soir. Bref, pour celle-là, d'abord reprenons celle d'hier, qui s'est arrêtée subitement au bout de 21 minutes. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin savent ce à quoi je fais référence. Je parlais de Djamel et j'ai pas pu finir. Pourquoi? Parce que la vidéo s'est coupée, plus de stockage dans la caméra, il était tard, ensuite elle a mis du temps à s'upload sur YouTube, du coup je me suis dit, autant l'arrêter là et reprendre là où tu en étais dans celle de demain. Donc reprenons sur Djamel, ceux qui sont sur Twitter le connaissent très bien, c'est une source fiable qui pendant la saison était un petit peu seule contre tous à nous dire que, par exemple, Lionel Messi un jour a quitté un entraînement parce qu'il n'était pas content que Christophe Galtier lui demande de faire du travail défensif sur un atelier. À ce moment-là, il a pris une vague de haine et tout ça, et quand Messi n'a pas prolongé, quand ça a été officialisé, les gros médias ont repris en mode exclusivité, il y a eu des moments de tension pendant la saison, comme celui-ci, que Djamel annonçait au moment des faits. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, le club a couvert Messi en disant que non, il est parti parce qu'il avait une petite blessure. Bien sûr, d'un point de vue diplomatique, tu ne peux pas tout dire, tout faire filtrer dans la presse. Donc évidemment, exemple de vaillance de la part, de courage de la part de Djamel, et il en a encore fait preuve sur le dossier Colomani, puisque c'était le seul avec Sportzone à nous dire que Francfort ont tenu un discours donc à Colomani, comme quoi s'il y avait une offre à hauteur de leurs exigences qui arrivaient, ils l'accepteraient. Le problème, c'est que le PSG a fait cette offre, ils ne l'ont pas acceptée, et ils ont revu à la hausse leurs exigences. Ça a été les seuls médias, si on peut... Ça, c'est même pas des médias, en fait. Si on peut dire ça comme ça, à avoir donc le courage de donner un petit peu cette version des faits, parce que bien sûr, dans le cadre des négociations, Colomani, quand il prend la parole publiquement, c'est mardi soir, il peut pas dire ça, parce que ça froisserait trop son club. Le but, c'est pas de rentrer en guerre contre Francfort. Le PSG, pareil, doit être diplomatique si tu veux continuer à garder les liens et à négocier. Donc, merci pour ce courage, parce qu'en plus, que ce soit vrai ou faux ce qu'il nous dit, tout ce qui sort et ce qui ne sort pas, tout ce qu'on peut déduire des positions de Francfort vont clairement dans le sens d'une équipe qui ne veut pas se séparer de Colomani et qui ne fait pas grand-chose pour faciliter le transfert. On y reviendra plus tard. Commençons par Barcola. Comme d'habitude, hein, je sors une vidéo et 5 minutes après, il y a une information chaude qui sort. Hier soir, c'était valable. J'ai sorti la vidéo, 5 minutes après, le PSG nous fait son teasing de l'arrivée donc de Bradley Barcola, 45 millions plus 5 de bonus. J'ai été assez effaré de voir les Lyonnais l'insulter, l'harceler sur les réseaux sociaux, sous son post Instagram par exemple, ça l'insulte de mercenaire, que pour 6 mois et tout ça. Ça me fait bien marrer, sachant que le mec leur apporte quand même 45 millions fixes, quoi. Les mecs devraient normalement être contents de nous plumer et de rentrer autant d'argent, sachant qu'ils ont des problèmes avec la DNCG, mais non, ils s'acharnent sur un jeune de 20 ans qui a saisi quand même une opportunité qui, je pense, ne se présente pas plusieurs fois dans une carrière, surtout qu'on va pas se mentir, sur les 6 mois qu'il fait à Lyon, il surperforme, et je pense pas que dans le futur, ils aient fait une meilleure indemnité de transfert sur lui que 45 millions d'euros, quoi. Donc vraiment, c'est assez peu compréhensible. Maintenant, pour nous, bien évidemment, au-delà du fait que c'est surpayé, le joueur est bon, le profil est bon aussi. Alors, il colle parfaitement avec la philosophie de Luis Enrique. Ça a été facilité, bien sûr, par le fait que son agent, c'est Jorge Mendes depuis le 1er août. Donc pour Luis Campos, évidemment, ça a été plus facile. Mais je pense que là, on a un des dossiers sur lesquels Luis Campos et Luis Enrique devaient vraiment s'entendre pendant l'été. Parce qu'on a enfin un joueur déjà qui brille sans ballon. Voilà. Si vous prenez ses stats avec ballon, c'est sûr que c'est difficile de se hyper sur le mec parce que niveau dribble, niveau conduite de balle, niveau passe dans le dernier tiers, bon, tu sens que c'est un petit peu de la surperformance sur les 6 derniers mois et que c'est pas les domaines dans lesquels il excelle. Par contre, sans ballon, ce qui est beaucoup plus difficile à voir si tu regardes pas les matchs, déplacement
évidemment derrière la ligne défensive pour prendre la profondeur. Dans le dernier tiers aussi, enfin il y a plusieurs choses en fait. C'est vraiment un vrai cerveau parce que, les appels en profondeur, dans le bon timing, avec le bon positionnement. 2, l'occupation de la surface aussi. C'est quelqu'un qui est très très bon pour se trouver au bon endroit, au bon moment dans la zone de réparation, de vérité. Et 3, la perte du ballon, en matière de pressing, contre-pressing, les efforts, couper des lignes de passe, récupérer, anticiper des trajectoires. Tout ça, il sait faire, donc c'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir. Dans ce PSG qui a un besoin absolu chez quasiment tous ses joueurs d'avoir le ballon dans les pieds, signer Barcola qui, lui, va te demander dans la profondeur, se déplacer sans et aussi est capable de jouer devant le ballon. Ça aussi, c'est très important. On a beaucoup de joueurs qui évoluent derrière le ballon en phase de construction. Là, lui, aucun problème, c'est l'inverse. Donc tout ça, évidemment, j'en suis très content. Et aussi sur ses déplacements, ce qui plaît à Luis Enrique, c'est qu'à la différence des ailiers, alors il est polyvalent, ailier droit, ailier gauche, il est droitier, voilà, donc c'est pas un ailier droit gaucher comme Ousmane Dembélé par exemple, même si Ousmane Dembélé est ambidextre. C'est quelqu'un, Bradley Barcola, qui fait des appels vers l'extérieur. Et ça, je l'ai répété dans mes débriefs, Luis Enrique le demande beaucoup à ses joueurs. Donc là-dessus, je pense que notre entraîneur doit être content parce que c'est vrai que la plupart des ailiers aujourd'hui aiment beaucoup repiquer dans l'axe. Dembélé, par exemple, qui fait son espèce d'enroulé pour aller chercher le côté opposé. Là, Bradley Barcola, lui, il n'a pas de problème à coller la ligne, il n'a pas de problème à échanger sur le côté avec son latéral, à centrer aussi, c'est plutôt un bon centreur. Colomani, il va falloir qu'il progresse sur son jeu de tête pour les reprendre. Mais voilà, je suis quand même très content. Et puis pour dimanche, son premier match sera contre son club formateur. Alors, est-ce qu'on le convoque ou pas? Bon, je pense qu'on peut prendre notre temps et ne pas le convoquer dimanche pour éviter, parce qu'en plus le match est à l'extérieur, pour lui éviter par exemple une bronca ou quelque chose comme ça. Et puis de l'autre côté, j'espère que les Lyonnais l'ont mis de côté, lui ont mis des entraînements individuels ces derniers jours quand il était en instance de départ, parce que là il a fait son premier entraînement au campus PSG. J'espère pour les Lyonnais qu'il n'a pas donné les consignes de Laurent Blanc. Enfin, s'il y en a, vous me direz. Ce club, Lyon, est tellement dans la panade qu'on se demande s'il y aura des consignes dimanche. Mais ils nous ont gagné 1-0 au printemps dernier, sur un but de Barcola d'ailleurs, rappelez-vous. Bref, dans un match qui était encore une fois bien pitoyable. Le PSG de Galtier ne nous manque pas. Juan Bernat s'est tombé comme ça en 12 heures. Here we go de Fabrizio Romano. C'est Loïc Stanzi qui a eu plutôt l'exclusivité du départ. La destination, c'est Benfica dans le cadre d'un prêt sec pour 1 an. Alors, on va pas se mentir. Je pense que le PSG, déjà, il n'y a pas d'option d'achat. Et ensuite, le PSG prend en charge, je pense, une grosse partie du salaire. On est sur le type de prêt style Mauro Icardi l'année dernière à Galatasaray où tu payes 80% du salaire parce que Bernat touche 8,5 millions je crois en net par an, c'est absolument exceptionnel. Donc bon, on est content de s'en séparer. Alors évidemment l'année dernière dans mes débriefs je l'ai défoncé parce qu'on se demandait si on avait affaire à un joueur de foot tout simplement parce que physiquement le mec paraissait complètement carbonisé et ce depuis ses croisés. Mais comme avec Neymar j'ai envie de dire, enfin pas autant que Neymar, comme avec Verratti aussi, à moindre mesure, attention pour Juan Bernat. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas qu'un joueur qui part, c'est des souvenirs aussi. C'est son but contre Naples, son but contre Liverpool, son but en 2000 Ligue des Champions contre Leipzig, sa finale, où il est un des meilleurs sur la pelouse du côté du PSG, c'est de belles performances, sa relation technique avec Neymar, qui sur ses premières années a eu Berchiche et Kurzawa avec qui il n'échangeait pas, et dès l'arrivée de Bernat, Neymar revit, puisque dans les petits espaces, évidemment, c'était un très bon joueur, l'Espagnol, dans le dernier tiers aussi. Il a aussi progressé sur ses premières années au PSG défensivement. Malheureusement, il se fait les croisés, et il n'en revient jamais. Est-ce qu'il a tout fait pour? Ça aussi, c'est une question qu'on peut poser parce que je crois qu'à Paris, il est plutôt connu dans les boîtes de nuit. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment sorti dans la presse, mais si je dis pas de bêtises, voilà, au même titre qu'un Achraf Hakimi par exemple, on a quelqu'un qui aime plutôt sortir et faire la fête. Bon bref, dans tous les cas, c'est un départ qui est inévitable au vu du joueur, ou plutôt du non-joueur qu'il est sur ces dernières années. On va pas se mentir, l'année dernière, c'était quand même très très compliqué pour lui de jouer plus de 50-60 minutes. Au niveau du coffre, ça ne suivait pas, et ça se blessait à chaque fois très rapidement. Mais
On n'oublie pas les souvenirs. Voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous aura marqué, Juan Bernat. Voilà. J'ai envie de partir sur une bonne note, être en paix avec lui, parce que c'est vrai que je l'ai bien défoncé dans mes débriefs la saison dernière. C'était mérité aussi. Hein. Et puis surtout, on n'oublie pas la prolongation à 8 millions par an. Encore une fois, quelque chose fait par ego, par honneur, juste par affection en fait pour le joueur, au-delà de toute considération sportive où tu prends de la hauteur et tu as un regard froid. Non, non, tout ça tu peux oublier, hein, tu lui as proposé 8 millions par an alors que le mec était sur un lit d'hôpital. Une des plus grosses dingueries du club ces dernières années. Et pourtant il y en a beaucoup. Bref. Wijnaldum va partir aussi. Alors lui c'est un miracle. Bernat à la limite le format, bon, prêt, tu prends une partie du salaire, bon, c'est juste pour qu'il aille prendre du temps de jeu quoi. Il va remplacer Grimaldo là-bas. Mais alors Wijnaldum, transfert à 9 millions d'euros, alors que le mec est venu gratuitement. En gros, tu vas amortir une année de salaire, puisqu'il touche 8 millions, je crois. Tu fais partir pour 9, donc tu vas amortir son année de salaire qui vient de s'écouler. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de tombé du ciel. Hein. Merci pour les Saoudiens. Alors c'est sûr que lui, on va pas s'attarder dessus, hein. Ça va être beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas vraiment de souvenirs, à part son doublé contre Leipzig quand on fait 2-2 là-bas, si je dis pas de bêtises. Son but en fin de match contre Lens, début décembre 2021, sur un centre de Mbappé en toute fin de match. Et sinon... rien d'autre. Rien d'autre, des matchs soporifiques où il est fantomatique. Et là, ma plus grosse énigme sur lui, c'est qu'en fait, c'était un joueur voulu par Pochettino, qui décroche son téléphone pour négocier, qui l'appelle directement pour le convaincre de venir, parce qu'on rappelle qu'il y avait le Barça sur lui et qu'il y avait une longueur d'avance sur nous. On les a un peu doublés sur les derniers jours. Donc Pochettino le voulait absolument. Mais derrière, son utilisation a été catastrophique en fait. Il était trimballé partout sur le terrain, il n'avait pas de poste, ni même de consignes assez claires pour qu'il puisse performer, sachant que c'était un joueur de système hein, qui a besoin de savoir quoi faire en fonction des situations. Là, il était un peu livré à lui-même. En plus, tu l'as recruté vieux, sorti de Liverpool, Jürgen Klopp, le mec était complètement lessivé physiquement, donc ça a donné un joli flop. Bref... merci les Saoudiens, hein, en tout cas, c'est Al-Ettifaq où Steven Gerrard entraîne. Alors il va retrouver Jordan Henderson qu'il a connu à Liverpool et Moussa Dembélé, si je dis pas de bêtises aussi, ancien lyonnais. Voilà. Donc voilà, merci les Saoudiens. J'avais un truc, un hot take dans mes brouillons que je voulais dire, mais je vois la vidéo avancer et je vais le garder pour moi parce que peut-être que c'est une trop grosse dinguerie en fait. Hein. Je voulais faire un petit peu l'apologie des Saoudiens, mais vous ne saurez pas sur quoi. Timothée Pembele, transfert définitif à Sunderland. C'est sorti comme ça, là, 10 minutes avant que j'enregistre la vidéo. Ce qui me fait marrer à chaque fois lors des derniers jours du mercato, c'est que le PSG s'active complètement alors que le mercato est ouvert pendant quasiment 3 mois. Et surtout, autant de dossiers ouverts et bouclés en si peu de temps, ça me fait poser une question. Combien de mandats avons-nous donné à combien d'intermédiaires ? Et pour quel montant? Parce que mener autant de dossiers, je pense que là, il y en a beaucoup qui doivent se régaler, qui doivent prendre des commissions de partout. Alors, c'est pas des gros transferts, hein. Donc forcément, c'est pas des commissions qui se comptent en millions d'euros, bien évidemment. Mais voilà, je pense que il doit y avoir beaucoup d'agents d'intermédiaires qui doivent bien manger. Bref. Donc, passons à Colomani. Nasser a repris le dossier en main. Ça, c'est l'information qui sort toujours en fin de mercato, bien évidemment. Nasser qui reprend le dossier en main. On se souvient de Skriniar l'année dernière, où Nasser fait une ultime offre qui est refusée par Marotta et le chinois de l'Inter, Sunning si je dis pas de bêtises. Cet hiver, pareil, Nasser leur propose Danilo en échange et au final, ils refusent. Mais là, avec Colomani, au moins, Nasser a réussi à avoir un accord. 75 millions plus 15 de bonus, un accord avec le club vendeur. Maintenant, il faut que Francfort trouve le remplaçant pour boucler l'affaire. Donc c'est pas fait, mais au moins, à la différence de Skriniar, Nasser n'a pas pris de vent par le club vendeur. Il a réussi au final à trouver un accord, bon, parce qu'il a aligné évidemment le chéquier, hein, on va pas se mentir. Donc Colomani doit passer sa visite médicale et Francfort trouver un remplaçant. Là, c'est très compliqué. Et c'est là que j'aimerais les tabasser. Pourquoi ? Ekitike a encore refusé une offre selon Fabrice Hawkins, une nouvelle offre de Francfort où ils avaient revu vraiment à la hausse leur proposition salariale. Mais, d'un côté, Ekitike, je me dis, il est complètement con. Pourquoi il refuse ça ?
Francfort, on sait très bien que ce profil de jeune Français qui aime les espaces va s'éclater là-bas et ensuite va l'utiliser comme tremplin pour un gros transfert vers l'Angleterre ou un grand club. Il veut pas. Visiblement pour des considérations salariales, puisque Francfort ne pourrait pas s'aligner sur le salaire que le PSG lui donne, mais aussi à sa décharge, attention. J'aimerais être nuancé quand même, parce que d'un côté, vraiment, je comprends absolument pas qu'Ekitike refuse Francfort, qui est idéal pour un jeune. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, il a plein de clubs de première ligue qui sont intéressés à lui. West Ham, qui nous ont proposé, je crois, quasiment 40 millions d'euros avec les bonus, et à lui, quasiment le même salaire qu'il touche au PSG. Donc d'un point de vue salarial, il s'y retrouve en allant en Angleterre. Championnat compétitif où c'est des matchs niveau Ligue des Champions quasiment tous les week-ends. Maintenant, c'est vrai que on peut aussi se poser des questions. Le cadre de vie est sûrement meilleur en Angleterre qu'à Francfort, mais les clubs comme West Ham et tout ça, bon, quand t'es jeune comme ça, je sais pas, peut-être un peu un bourbier. Bon bref, dans tous les cas, il rejoindra pas Francfort, qui a un plan B. Alors attention, préparez-vous pour le plan B, puisque selon Sportzone, c'est Mathys Tel, du Bayern Munich. Bon, qui veulent en prêt. Alors déjà, ils veulent Mathys Tel en prêt. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi pas faire du coup Hugo Ekitike en prêt? Et nous, on prend une partie du salaire sur la première année pour qu'ils aient leur remplaçant et que nous, on boucle Kolo Muani tout de suite. Pourquoi pas leur prêter Ekitike? Pas besoin de le vendre directement, tu vois ce que je veux dire. Donc Mathys Tel en prêt. Le Bayern très réticent, ça devrait pas se faire. Bon, on est comme avec l'Inter l'année dernière, face à un club qui fait pas grand-chose pour faciliter le transfert. Mathys Tel, piste quasiment... Enfin, c'est lunaire d'activer ce genre de piste dans les dernières heures du mercato. Tu sais très bien que c'est un peu voué à l'échec, quoi. Donc je leur en veux là-dessus, voilà. Et puis surtout, là où ils ont été complètement idiots, c'est qu'ils ont attendu l'accord à 90 millions avec le PSG pour se mettre activement sur le marché des remplaçants. Enfin, pour chercher un remplaçant. Pourquoi? Les clubs qui vont leur vendre le remplaçant, ils savent que Francfort, ils sont pétés de thunes maintenant. Donc, évidemment qu'ils vont essayer de les plumer le plus possible et prendre le meilleur chèque sur les 90 qu'on va leur donner. J'aurais été eux, j'aurais bouclé le remplaçant au 15 juillet, terminé, j'aurais facilité le transfert de Kolo Muani derrière, et puis on n'en parle plus. Mais bon, c'est pour tout ça, tous ces faits, que je me dis, franchement, Francfort, ils sont pas cool. C'est comme l'Inter l'année dernière qui se positionne sur, je crois, Benjamin Pavard, le dernier jour du mercato pour remplacer Skriniar. Tu te dis, mais les gars, qu'est-ce que tu veux le déloger de là-bas? Bon, au final, ils ont réussi à le signer cette année. Ou alors cet hiver, quand on leur propose Danilo pour remplacer Skriniar, enfin, Danilo, c'est pas n'importe qui, quoi. Pour un club comme l'Inter, ce serait une vraie belle recrue en remplaçant de Skriniar. En plus, il a pas un salaire délirant. C'est un des rares joueurs du PSG que tu peux caser un peu partout en Europe, parce qu'il a un salaire qui correspond au genre de club style Inter. Je pense qu'il doit toucher 2 ou 3 millions maximum par an, tu vois. On n'est pas sur nos autres indésirables, enfin les lofters, qui sont à 7-8 millions, tu vois. Donc, pareil, on est vraiment sur une mauvaise foi assez rageante, disons. Bref. Concernant le recrutement de Kolo Muani, bon, s'il se fait pas, tant pis, je le regretterai pas au vu du prix qu'on aligne, en fait, je le regretterai pas des masses et je me dis, bon, il y aura cet hiver et l'été prochain comme possibilité. Mais si on le fait, par contre, je serais très content parce que là, on aurait en attaque une profondeur de banc inédite sous QSI. Et on va pas se mentir, pour gagner un match, quand tu veux faire du coaching, c'est toujours mieux de faire rentrer des attaquants. Un Kolo Muani, un Barcola qui rentre en cours de jeu, là, ouais, le PSG va pouvoir quand même faire mal en Ligue des Champions. 60-70e minute, ça va être vraiment cool de faire rentrer ce genre de fusée, même si bien sûr, on n'oublie pas notre milieu de terrain qui est délaissé. Ça, c'est un vrai problème et on y reviendra dans le bilan général du mercato, mais dans tous les cas, dans cette dimension-là, la dimension du coaching, je trouve qu'avoir une attaque complète, c'est vraiment cool. Et au pire des cas, au milieu de terrain, comme tu as beaucoup de défenseurs, tu peux faire monter Danilo, tu peux faire monter Marquinhos, tu as quelques solutions. Voilà. Mais vraiment, en attaque, avoir numériquement une telle profondeur de banc, c'est quand même assez exceptionnel. Et on s'en réjouit bien évidemment, surtout qu'elle va servir à quelque chose au vu du groupe qui nous attend. Bref, bon maintenant sur le prix, 90 millions, c'est quand même assez insane, voilà. Surcoté, bien évidemment, mais qu'est-ce qui n'est pas surcoté? C'est la vraie question, parce que je ferai un lien avec Ugarte. Quand tu mets 60 millions début juin sur la clause libératoire, tu te dis, ça fait cher. Ça fait très cher.
Mais aujourd'hui, quand tu vois tous les transferts qui ont été réalisés, Rice à Arsenal pour 115, Caicedo à Chelsea pour 130. Et aujourd'hui, le Bayern qui met 65, je crois que ça parle quasiment de 80, sur Palhinha. 28 ans le mec. Milieu défensif, il est très bon, c'est un très bon milieu, je ne remets pas en cause ses qualités. Le problème, c'est que le mec arrive à 28 ans pour 65 millions d'euros, tu n'as aucune possibilité de revente derrière. C'est comme 115 patates pour 1 an de contrat de Harry Kane, qui ne va pas être vendu derrière, évidemment, puisqu'il a 30 balais. Nous, 60 millions sur Ugarte, 22 ans, possibilité de revente. Colomani, pareil, 24 ans, possibilité de revente. Bon, c'est là où j'ai quand même un petit peu d'espoir par rapport aux autres transferts. C'est vrai que là, le Bayern, ils ont quand même balancé 160 patates dans des mecs qu'ils ne revendront probablement pas. Nous, allez, à la limite, tu peux te dire ça. Et tu as encore plus d'espoir quand tu vois comment tu peux revendre Ekitike cet été après la saison qu'il vient de te faire. C'est-à-dire que là, tu fais limite du bénéf si tu l'envoies à West Ham qui proposait, je crois, 35 plus 5 de bonus. Exceptionnel. Sachant que nous, pour Ekitike, on a payé 28 plus des bonus qui vont jusqu'à 35. Et je pense que les bonus, on n'a pas dû enlever beaucoup. Hein, à moins qu'on ait mis des bonus sur les descriptions Instagram ou les stories Instagram. Normalement, on n'en a levé aucun. Bref, dans tous les cas, c'est pour ça que je relativise un petit peu les prix. Tu restes aussi le PSG qui doit rivaliser avec l'Angleterre, qui est évidemment aussi un club État. Hein, 350 millions dépensés sur ce mercato si on fait Colomani. C'est complètement dingue. Je ne sais pas si on se rend compte. Or, est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas, parce qu'en fait, malgré 350 millions dépensés, tu te dis que cette équipe a encore beaucoup de carences et qu'elle ne peut pas prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions en l'état, parce qu'au milieu de terrain, tu as un titulaire qui saute, c'est la phase de ton équipe qui change complètement. Tu reposes sur, certes, le meilleur joueur de la Ligue des Champions individuellement, Kylian Mbappé, mais le problème, c'est qu'à l'instant T, il n'a plus qu'1 an de contrat. Bon bref, dans tous les cas... Mercato où il y a beaucoup de choses à dire. Mercato qui donne matière à débat, mercato très complet avec beaucoup de ventes aussi. On n'oublie pas, 150 millions d'indemnités rentrées, 150 millions de salaires, voire plus, économisés sur la masse salariale, dans le cadre de transferts définitifs, je parle, pas dans le cadre de prêts. Donc ça, c'est assez exceptionnel aussi, surtout que, comme je disais, l'année prochaine, on va avoir une marge de manœuvre assez similaire. Je rappelle que le CVC, le fonds d'investissement qui a racheté une partie je sais plus comment ça s'appelle, mince, des parts commerciales, de la société commerciale de la LFP, vont nous verser 133 millions comme ça, cash, en juin 2024. Donc ça va être pas mal, à moins que ce soit pour payer évidemment les primes de fidélité gargantuesques de Mbappé. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain ou lundi. Demain je sais pas trop parce que là, ça y est les gars, fin de stage, je m'en vais en vacances, la semaine prochaine ce sera light, hein, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, je vais profiter des deux côtes, Basque et Azur, je reviens le 10, et bien sûr, on va réattaquer. C'est cool parce que c'est en pleine trêve internationale. Bien sûr, dimanche, il y aura un débrief du match contre Lyon. Je pense que lundi, je prendrai le temps de faire un point sur le mercato. D'ici là, il y aura peut-être aussi des informations qui sortiront, qui pourront me permettre de faire une autre vidéo en plus. Donc, je sais pas trop. Et puis ensuite, voilà, la semaine du 10 septembre, là, du 10 au 18, jusqu'au retour du PSG, donc contre Nice le 17 septembre, on se fera des petites vidéos comme d'habitude en trêve, où on parlera un petit peu terrain, voilà, et on fera un petit bilan de ce début de saison, c'est 4 premiers matchs du coup, avec celui de dimanche. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, et ciao tout le monde.